Bien, bonjour à toutes et à tous. Mes remerciements aussi au président César, qui a donc un petit peu chauffé la salle, et en particulier donc aussi en plus aux participants. Je vais juste souligner que cette tribune n'est pas exactement paritaire au sens de la loi de 2000, mais évidemment l'arrivée de Nathalie Legendre va un petit peu inverser la tendance. Là, voilà, pardon, j'ai le spot dans les yeux. Mettez-vous à côté de Nicolas, si vous voulez, ou à côté de Jean-Luc. Enfin, voilà, vous avez. Bien, la première table ronde, qui est organisée donc avant l'inauguration officielle, porte le thème, le titre, autonomie financière, lien démocratique, carcan normatif. Quel avenir pour la libre administration des collectivités locales? C'est un sujet qui est un sujet, on pourrait presque dire, permanent, récurrent. On a la chance d'avoir à cette tribune le président de l'association des maires de France, la prestigieuse AMF, que l'on appelle dans un certain nombre de textes, y compris d'ailleurs un des miens consacré aux associations d'élus locaux en France il y a très longtemps, l'école des maires ou la maison des maires. Je pense qu'on peut effectivement, et c'est ce qu'indique le programme, lister un certain nombre de sujets qui font débat. Menaces en matière d'autonomie financière avec la suppression de la taxe d'habitation, inquiétude quant à la préservation d'un lien démocratique entre le maire et le citoyen avec la réforme du mode de scrutin et des intercommunalités, absence de desserrement du carcan normatif. Madame Legendre aura l'occasion d'en parler puisqu'elle est secrétaire générale de l'Association des maires de Gironde, mais membre de la Commission nationale d'évaluation des normes. Est-ce que la libre administration des collectivités locales, principe constitutionnel issu de la décentralisation, article 72, est-elle encore une réalité et à quel avenir est-elle promise? Alors, on a prévu qu'il n'y ait pas de longue intervention liminaire, ça sera plutôt un échange. Vous allez réagir à peut-être la première question que je vais vous poser pour lancer le débat. Il y a également dans la salle, je vois des parlementaires, M. Pouillat, Mme la sénatrice de Gironde, qui pourront aussi évidemment intervenir lorsque la parole sera donnée à la salle. Alors je me rends compte qu'il n'y a personne représentant officiellement l'État ou la majorité gouvernementale à cette table ronde, à cette tribune. Donc je vais me faire un peu, non pas du tout l'avocat de la position de l'État, mais je voudrais juste peut-être en guise de provocation, un peu au départ, pour lancer le débat, vous livrer un petit témoignage personnel. Depuis le temps que je suis les questions et les relations entre l'État et les collectivités territoriales, ça fait hélas, en ce qui me concerne, presque trop de temps, j'ai toujours entendu dire que l'État pressurait les collectivités territoriales, que l'exécutif était en quelque sorte tout le temps en train d'essayer de reprendre ce qu'il avait éventuellement donné, ou refilait toujours des pommes de terre chaudes aux collectivités territoriales. Et un qui est bien placé peut-être pour en témoigner à cette tribune, c'est François Baroin, puisque indépendamment de ses fonctions d'élu local, de maire de Troyes, alors ne le cherchez pas sur les résultats de Troyes ce week-end et le passage en L2 de Troyes, parce que ça va l'énerver, mais vous avez quand même été 28 mois ministre de l'économie et des finances, au cœur de la citadelle de Bercy. Je n'ai pas le souvenir qu'à ce moment-là, l'État avait desserré ses contraintes sur les collectivités locales. Depuis le temps, messieurs, madame, messieurs, que vous parlez des relations entre l'État et les collectivités locales, et que vous dites désormais on est dans le dur, on est à l'os, on ne peut plus faire de sacrifices. Il y a deux réponses, deux questions. Comment ça se fait que vous n'êtes pas déjà mort depuis le temps que vous pleurez et je savais que ça allait faire un peu réagir. Et à partir de là, si vous n'êtes pas mort, puisque votre présence bien vivante le montre, c'est soit que vous pleuriez avant d'avoir mal, soit que le gras qui était constitué était tellement épais qu'il fallait du temps pour arriver à l'os. Voilà. Donc, cette question étant posée, je vous laisse réagir, peut-être d'abord par ordre un peu protocolaire, François Baroin, puis vous pouvez peut-être aussi réagir à l'annonce, mais ça c'est autre chose, sur la banlieue du président Macron hier, puisque j'ai vu que l'Association des maires de France avait réagi, de même que France Urbaine. Monsieur Baroin, monsieur le ministre. Bien, merci.
J'ai décidé d'altérer tout de suite, avant de dire bonjour, le caractère convivial de cette réunion pour laquelle je m'organisais avec l'équipe de l'Association des maires de France ici avec joie, rejoindre Bordeaux. J'aurais aimé saluer son maire, mais vous lui transmettrez évidemment mon très fidèle et amical souvenir et puis un prompt rétablissement. Heureux de retrouver des amis de la municipalité bordelaise. Je ne pense pas qu'en termes protocolaires, le président de l'AMF doive parler, mais compte tenu des sujets très saillants que vous avez soulignés, c'est-à-dire les résultats de l'équipe de foot, les relations avec l'État et l'avenir de l'évolution de notre surcharge pondérale en matière de finances locales, nous allons pouvoir aborder ce sujet. Mais je pense que le président de la région aurait pu s'exprimer en premier. Il est à la tête d'une grande région et je suis heureux de saluer Alain Rousset, que je connais depuis longtemps, avec lequel nous avons partagé des responsabilités communes de défense des intérêts des élus locaux vis-à-vis de l'État dans des négociations qui étaient difficiles. Et je salue évidemment le président du conseil départemental avec qui j'ai eu un aparté. Nous nous rejoignons sur des analyses de politique publique de proximité. Je salue naturellement les parlementaires de leur présence. Elle nous honore naturellement et je pense que c'est d'ailleurs précieux que les parlementaires puissent, dans le rôle majeur qui est le leur désormais, dans la nouvelle organisation, où c'est la première législature, je le rappelle, où il n'y a plus d'élus locaux à la tête d'exécutif en responsabilité, qui puissent entendre non pas des pleurnichards, non pas le cœur des pleureuses, non pas des gens irresponsables et qui étaient tellement obèses qu'ils peuvent continuer de survivre avec une respiration de grande qualité malgré les efforts insupportables demandés par l'État depuis de nombreuses années, mais qu'ils entendent d'abord des élus de la nation et pas des gens qui font du clientélisme. Ensuite, qu'ils entendent des représentants de territoire qui se battent matin, midi et soir, la plupart du temps bénévoles, au service de la défense du quotidien des gens, parce qu'ils considèrent qu'une partie de leur mission, c'est d'améliorer le coin de la rue et pas exclusivement la fenêtre ouverte sur le bout du monde. Et qu'ils entendent également que dans les textes actuellement, aujourd'hui, en cours, nous sommes, nous, les associations d'élus, de bonne volonté. Plutôt violemment modérés. C'est d'ailleurs la nature des associations que nous présidons. Et je voudrais rendre hommage à Gérard César et à son équipe, le remercier de son invitation et lui dire qu'il a ouvert le chemin d'une pratique où, au fond, dans ces associations d'élus, il faut le savoir, on laisse au vestiaire nos engagements militants, on se retrouve autour de la table et on discute de ce qui est la définition de l'intérêt général. Je précise par exemple que dans les instances de l'AMF qui ont été renouvelées il y a quelques mois, j'ai proposé, j'ai confié une responsabilité importante de deuxième vice-présidente de l'association à une représentante du groupe majoritaire, Madame Cécile Gallien, En Marche. En Marche n'existait pas en 2014 au moment des municipales, mais il m'est apparu inconcevable que, compte tenu de l'élection du président Macron, du surgissement d'En Marche dominant naturellement la majorité avec une responsabilité très élevée, importante, de conduire les débats parlementaires tout au long de la législature qui va accompagner le président de la République, il y ait un représentant du pouvoir en responsabilité. Nous n'avons bien sûr aucun sectarisme et on défend l'intérêt général. Alors, je vais répondre à vos questions quand même dans l'ordre. La première question, c'est comment se fait-il qu'on ne soit pas mort ? Et au fond, vous, Barouin, vous étiez au budget, c'est vous qui avez commencé ces horreurs. Non, non, vous ne l'avez pas dit comme ça. C'est pas vous qui avez commencé. Non, c'est vrai, vous avez parlé de l'équipe de foot de Troyes. D'ailleurs, je n'oublierai pas que c'était contre Bordeaux, après avoir raté un pénalty, qu'on a subi notre première défaite à domicile en 2018. Clairement la parenthèse. Et que la pente glissante sur laquelle les uns et les autres ont mis, à commencer par les joueurs, naturellement, un peu d'huile, nous ont amené aujourd'hui à ce triste destin de pouvoir espérer remonter et vous rejoindre dans 2 ans. Je ferme à nouveau la parenthèse. Sur la politique des relations financières, mais les relations ne sont pas que financières entre l'État et les collectivités locales, mais si on parle de ce sujet, effectivement, je suis très à l'aise pour porter les intérêts des communes et des intercommunalités, puisque j'étais le Premier ministre du budget, à proposer, non pas une baisse, mais un gel des dotations de l'État aux collectivités locales. D'abord, qu'est-ce qu'une dotation et qu'est-ce qu'un gel ? Une dotation, c'est de l'argent que l'État doit aux collectivités locales. Ce n'est pas une subvention. On ne fait pas l'aumône, on ne tend pas à la CBI, on n'organise pas une quête à la fin de la kermesse. L'État prend des engagements. Nous sommes dans une république décentralisée. Il supprime des impôts. Il a le devoir constitutionnel de rembourser à l'euro l'euro. C'est ça une dotation. À quoi servent ces dotations ? À financer le fonctionnement. Qu'est-ce que le fonctionnement ? Est-ce que c'est du gras ? Non. C'est tout simplement le moyen technique budgétaire pour financer des services publics que le demandent les gens.
Les gens qui vivent dans nos communes sont des administrés, sont des contribuables, sont des usagers de services publics. Donc ces dotations, c'est un devoir pour l'État de donner l'argent pour payer, non pas des fonctionnaires en trop, mais pour financer des services publics de proximité dont ils ont besoin. Ce sont des crèches, ce sont des centres de personnes âgées, c'est de l'état civil, c'est de l'accompagnement sur des politiques sociales, c'est du développement dans les quartiers, on en parle beaucoup depuis 2 jours. C'est tout cela, la politique de proximité qu'on doit porter. Qu'est-ce qu'un gel? On ne fait pas l'inflation. Pourquoi on n'a pas fait l'inflation à l'époque? La grande crise mondiale qui embarque tout, on demande un effort aux collectivités locales, c'était normal de demander cette participation. Le problème, c'est qu'une politique comme celle-ci, qui au fond demandait aux collectivités locales de ne pas accepter ce principe du remboursement à l'euro, au titre de l'intérêt général et de l'assainissement des finances publiques et de cette contribution à la réduction de nos déficits, ne peut pas s'inscrire dans la durée, sauf à poser la question, qui est celle qui nous rassemble aujourd'hui, de l'avenir d'une République décentralisée. Au cours du dernier mandat, nous avons bataillé avec le président Rousset, qui soutenait par ailleurs la majorité, ce qui n'était pas mon cas, mais nous ne sommes pas dans cette logique-là. Mais nous avons eu des débats avec le président Hollande et le gouvernement précédent sur l'effort qui nous était demandé de 11 milliards. Nous avons dit dès le départ de ce contrat tel qu'il a été présenté que les 11 milliards auraient un impact sur la qualité des services publics et sur l'investissement public. Ce qui m'amène à répondre à votre deuxième question. Au fond, vous êtes encore vivant. On est encore vivant, mais on a des services publics qui se sont effacés dans un certain nombre de communes. On est encore vivant, mais on a 30% d'investissement public en moins depuis 10 ans. Le modèle économique français, c'est 55 milliards d'investissements au niveau national chaque année. 9 milliards pour l'État, le reste des collectivités locales. 10% d'investissement public dans le modèle économique tel que le modèle français le propose, c'est 0,2 points de croissance. On a eu 0,6 points de croissance en moins par rapport à la moyenne des pays européens au cours de des 3 dernières années. Donc il ne faut pas aller chercher beaucoup plus loin sur le fait qu'on est en retard en matière de temps de passage sur le chômage par rapport à nos voisins qui ont bénéficié de la reprise économique mondiale et en retard sur le temps de passage concernant naturellement l'investissement et le soutien à la croissance, puisque notre modèle est ainsi fait qu'il a besoin des collectivités locales pour soutenir la croissance économique. Donc les conséquences, elles sont là. Un nouveau pouvoir se met en place, le président de la République a été élu dans les conditions que nous savons et une nouvelle majorité s'est installée à l'Assemblée nationale par la volonté du peuple français. On s'incline avec respect, ils ont toute la légitimité pour conduire les affaires de l'État et nous sommes des partenaires qui sommes attentifs, mais nous sommes des partenaires loyaux, puissamment et profondément républicains, extraordinairement respectueux naturellement du choix souverain du peuple français et très attentifs à ce que propose l'État. C'est normal, il est à l'initiative, il est à l'impulsion. Emmanuel Macron, candidat, propose 10 milliards de baisse de dotations. On n'était déjà pas d'accord avec la baisse des dotations versus Hollande. C'était difficile d'accepter également ce partenariat. Mais à la conférence nationale des territoires au mois de juillet, et c'est là où ça commençait à se crisper un peu, il passe de 10 à 13 milliards la veille de l'annonce de la mise en place d'une conférence nationale des territoires. On a dit, ça va quand même être compliqué. Si avec 11 milliards, on a 30% d'investissement public en moins, avec 13 milliards, qu'est-ce qui va se passer ? Donc on a essayé de se remettre autour de la table, on a discuté pendant plusieurs mois, d'autres méthodes ont été proposées. Enfin, les sujets sont quand même complexes. Ils sont complexes parce que nous sommes convaincus, à la lumière de notre expérience, que notre rôle, il a peut-être un prix, ou il a peut-être un coût, mais il est irremplaçable pour tenir nos territoires. La France, elle ne peut pas se résumer, et d'ailleurs la Gironde ne peut pas se résumer à Bordeaux et le reste de la Gironde. La France ne peut pas se résumer à 6 métropoles et le reste du monde. Ce n'est pas possible. La moitié de la population française vit dans des communes de moins de 10 000 habitants. Et 36% de la population française vit dans des communes de moins de 2500 habitants. Quand on est à la tête d'une collectivité ou d'un État, on regarde d'abord quelle démographie, pour quelle personne, dans quelle strate de population et donc quelle politique publique on doit porter. Et au fond, c'est bien la géographie qui doit conditionner ensuite les politiques publiques. Et cette géographie, elle s'appuie sur des élus de proximité qui ont des missions de produire des services publics, de développer de l'investissement, de créer de l'emploi, de préserver les populations sur ces zones, parce que c'est l'intérêt et parce que c'est l'image de notre pays. Donc c'est ça le combat que nous portons. Et je voudrais vraiment qu'on sorte, des regards un peu faciles, biaisés, et parfois inutilement vexatoires sur le thème. Au fond, ces élus, ils coûtent cher, ils font des ronds-points qui servent à rien, ils portent une écharpe, des petits fours, et tout ça, c'est du fonctionnement qui coûte cher. Non, et on n'est pas un corps intermédiaire bloquant de la société, on est plutôt les acteurs de la transformation et de la modernisation.
Et d'ailleurs, toutes les grandes étapes de la modernisation de chacun de nos territoires ont été portées par des élus depuis 1982. C'est-à-dire depuis les grandes lois de décentralisation et depuis ce que la décentralisation doit être vécue comme telle, c'est-à-dire une liberté. Donc ce que nous défendons aujourd'hui, parce que nous avons des inquiétudes, pourquoi le taire? Et le président de la République est parfaitement informé de nos inquiétudes, mais il est le chef de l'État. Et si nous avons des débats avec le chef de l'État, qui peuvent être à la fois un peu vigoureux, nous n'avons aucun état d'âme à soutenir le président de la République, car il a deux rôles. Il est le garant de la République. Et nous sommes les artisans de la République de proximité. Donc le président de la République, il sait pouvoir compter sur les maires matin, midi et soir. Le chef de l'État, il sait qu'il aura des débats compliqués dans les mois et les années qui viennent, à raison des incertitudes qui vont porter selon une politique qui est pour nous d'inspiration plutôt comptable et exclusivement budgétaire et qui ne tient pas compte assez souvent du ressort et de la statut intérieure de chacune des communes de France. Merci François Baroin. Donc il y aurait évidemment matière à vous relancer parce que votre réponse est évidemment source de discussion, de débat. On va y revenir, mais je voudrais donner la parole au président Rousset. Bon, vous êtes à la tête de la plus grande région de France, 85 000 km². C'est la taille d'un État européen, enfin, l'Autriche, etc. On sait tout ça, le Portugal, bon, le Danemark. Je vous ai souvent entendu dire que l'État est au mauvais niveau. Hein, c'est-à-dire qu'il est resté, pour faire simple, là où il est ennuyeux et il s'est désengagé, où il est parti, là où il aurait eu matière à intervenir. Au point que dans cette Nouvelle-Aquitaine, qui est extrêmement intéressante comme lieu d'observation ou laboratoire, on va dire, en particulier dans l'application pratique de la loi NOTRe, hein, entre autres dans la relation et aussi par rapport à la loi MAPTAM. Est-ce que vous, Alain Rousset, vous êtes sur le diagnostic, comme l'a dit, dès qu'il a été présenté par François Baroin, est-ce que celui qui a été le président de l'Association des régions de France a une lecture un peu différente que celle qu'on vient d'entendre dans la bouche du président de l'Association des maires de France? Non, je partage totalement ce que François vient d'évoquer. On en a beaucoup discuté ensemble. Par-delà les sensibilités politiques, et la scène politique aujourd'hui nous y conduit, mais ce comportement, on l'avait depuis longtemps. On est dans un modèle français qui n'est plus tenable. Qui n'est plus tenable parce que, d'une certaine manière, on ne sait toujours pas réellement, même si la loi NOTRe a fait avancer un peu les choses, qui fait quoi. Il suffit de se mettre derrière un ruban ou devant un ruban pour voir qu'on est toujours 7 ou 8 à le couper. Et quand on est 7 ou 8 à couper un ruban, on ne sait pas qui a fait quoi. Même si c'est souvent la commune de base ou l'intercommunalité qui porte, la région va porter les lycées, le département les collèges, mais on voit bien que les Français, si on veut avoir un progrès de la démocratie, doivent savoir qui fait quoi pour juger. La démocratie étant aussi un système de sanctions ou de validation. Deuxièmement, moi je suis très attaché à ce que l'on appelle l'évaluation des politiques publiques, qui n'est pas le travail que font les chambres régionales des comptes ou la Cour des comptes, qui est un travail plus politique. Et lorsque je présidais la communauté urbaine de Bordeaux, en tant que président de la région, j'ai mis en place des dispositifs d'évaluation, qui sont des dispositifs pilotés par les élus, ouverts, par une petite équipe, et qui est capable d'analyser, par exemple, nous venons de le faire, la politique d'accompagnement du commerce extérieur des entreprises. Et le résultat que j'ai aujourd'hui, notamment sur l'accompagnement des entreprises qui ont beaucoup d'appétence dans ce sens sur la Chine, est très critique. Donc ces éléments d'évaluation sont des éléments... Alors tout le monde ne peut pas mettre sur pied une équipe d'évaluation, mais ce sont des éléments importants.
Pourquoi je suis totalement d'accord avec ce que dit François Baroin. Il y a eu une rupture dans le quinquennat précédent qui, à mon avis, s'amplifie aujourd'hui. Baisse des dotations, alors même que ces dotations représentent soit des parts de fiscalité. Pour la région, il y avait une part de taxe d'habitation, il y avait une part de taxe foncière. Et puis progressivement, alors qu'il y avait un engagement constitutionnel, ces moyens sont mis en cause. Je ne juge pas le fait, entendons-nous bien, que les collectivités ne soient pas critiquables. Et le travail des chambres régionales des comptes est intéressant à cet égard. Simplement, ce que je dis, c'est qu'à un moment donné, il serait souhaitable que nous passions de la dotation qui est fragile dans la continuité à des ressources fiscales que les collectivités devraient assumer, pour autant qu'il y ait une vraie clarification des compétences. Et quand on rentre dans le détail, la plupart des collectivités, et effectivement sous la mesure du pacte fiscal dans le dernier quinquennat, ont fait, c'est vrai, énormément d'efforts. Il y avait peut-être du gras. Ça nous amène à mieux évaluer les politiques publiques. Mais attention, moi je n'aurais aucun inconvénient à ce qu'on me dise tu limites à 1,2% le fonctionnement propre de la région, c'est-à-dire les moyens humains. Dire je limite les politiques publiques, parce que c'est du fonctionnement, alors même souvent que c'est l'État qui nous les a transférés sans les moyens qui vont avec, ça c'est autre chose. Aujourd'hui, je n'ai pas vu de débat, et c'est un petit peu dommage, sur les politiques publiques. Et au niveau des formations politiques, je n'ai pas vu de vraies réflexions, quelles qu'elles soient, de gauche, de droite ou du centre, qui disent quel est le progrès que l'on doit faire en matière d'organisation des pouvoirs publics, ce que toutes les autres organisations ont fait, le monde associatif, le monde syndical ou le monde privé. Parce que les doublons entre l'administration de la région, notamment sur le plan du développement économique, et les services déconcentrés de l'État, sont gigantesques. Quand on prend la Directe, qui est une structure que les élus connaissent bien, en gros 1000 personnes à l'échelle de la grande région, il y en a 400 qui font exactement le même job que les services de la région qui ont une compétence propre. 400. Là, il y a des économies, mais il faut le dire comme ça. Hein. Sur les politiques publiques, François disait tout à l'heure, objectif purement comptable, je partage. Mais en même temps, pour retrouver des marges de manœuvre budgétaires, c'est aussi recréer une dynamique publique, une dynamique collective, privée sur les territoires. Comment fait-on? Prenez un exemple, parce que le diable est dans le détail. La loi NOTRe supprime la compétence développement économique au niveau des départements. Les départements qui, globalement en France, consacraient 1,2 milliard aux entreprises, notamment aux PME, aux TPE ou aux petites entreprises. Condition de base pour le redressement productif. Le redressement productif ne passe pas par les grands groupes. Les grands groupes sont aspirés à l'international, suppriment en gros 50 à 60 000 emplois tous les 5-6 ans. Les PME et les ETI en créent autant. Et ne sont pas délocalisables. Et elles ne sont pas délocalisables. Que se passe-t-il? Nous avions négocié avec le gouvernement de Manuel Valls qu'une partie de cet engagement des départements, parce que les départements faisaient l'immobilier qui est passé aux intercos et faisaient une partie d'aide directe. 400 millions d'euros répartis en fonction des régions sur la base du compte administratif, donc un calcul honnête, précis, sur les efforts que chacune des régions faisait. 400 millions d'euros, c'est entre 5 à 10 000 PME, TPE accompagnées par an. Toujours sous condition de création d'emplois et d'investissement.
Or, aujourd'hui, je vais enfoncer une porte ouverte, mais il est bon de la rappeler, notre pays est en compétition notamment avec l'Allemagne, voire même avec l'Italie ou avec les pays d'Europe. En Allemagne, les PME sont 4 fois plus accompagnées et aidées que les PME françaises. Donc, à partir du moment où on n'accompagne pas les PME en investissement, en innovation, tout ce qu'on veut, et l'on sait, on l'a démontré abondamment, qu'une PME accompagnée en innovation, elle double son emploi, ses emplois et sa pertinence, sa compétitivité dans les 3 ou 4 ans qui viennent. Bah, première erreur. Autre exemple, les demandeurs d'emploi. La France n'accompagnait qu'un demandeur d'emploi sur 10 en formation. Programme 500 000 du gouvernement Hollande, on passe à 1,5. L'Autriche en aide 4 sur 10. L'Allemagne, 2 sur 10. Arrêt du plan 500 000, reprise aujourd'hui par ce qu'on appelle le PIC, le programme d'investissement et des compétences, très bien. Mais en même temps, une année pendant laquelle un des problèmes essentiels de l'action publique, qui est la durée, est arrêté. Je crois que tous, autant que nous sommes autour de la table, nous savons que ce soit pour construire un lycée, un collège, un CFA, c'est entre 3 et 5 ans. Pour faire un projet de tram, ayant présidé cette métropole, et Florian peut le dire aussi bien que moi, c'est entre 5 à 10 ans. Accompagner les entreprises, pareil. Accompagner la recherche, pareil. S'occuper de la solidarité, pareil. À partir du moment où on met de l'instabilité sur nos responsabilités, c'est-à-dire à un moment donné, ben ça s'arrête. La politique de la ville, c'est pareil. Cette incertitude-là est très grave parce que ça bloque, à un moment donné, les investissements. Et encore une fois, moi, je n'ai pas de réserve à l'égard de ce qu'on vient de voir dans les coins, ce que fait la région. Simplement, il faut qu'à un moment donné, et on veut bien reconnaître que l'action économique de formation et de recherche que j'ai menée depuis 20 ans maintenant est plus qu'efficace. Mais à un moment donné, quand vous arrêtez la machine, le temps de la faire reprendre. Et donc, ce que disait François Baroin, le fait de se sortir du chômage de masse, qui n'est pas simplement le fait de libérer la possibilité pour les entreprises de licencier, alors que le problème des entreprises aujourd'hui est de recruter. Donc ça suppose une action à long terme. Et ça... Alors, et j'en terminerai là, moi je suis prêt... prenez un problème qui nous agace tous et qui provoque, François l'évoquait à l'instant, le problème de l'aménagement du territoire entre grandes villes très attractives, beaucoup de ressources fiscales et territoires ruraux. Le système des primes des fonctionnaires, pour avoir eu à harmoniser cela à l'échelle de 3 régions qui avaient un système de primes complètement différent. J'en dis pas plus. Moi, ça ne me gêne pas, et je l'avais dit quand je présidais les régions de France, aux différentes commissions qui se sont succédées, que je souhaite qu'il y ait un système de primes fixé par l'État pour la fonction publique. Parce que ce système de primes, c'est une prime aux plus riches. Et cette prime aux plus riches, elle a des effets pervers. Les bons ingénieurs ou les bons fonctionnaires, à un moment donné, par nature, leur perspective de carrière va les amener à quitter un petit village de Dordogne pour aller à Périgueux ou à Bergerac, puis pour venir à Bordeaux, à la région, au département ou à la métropole. Et aujourd'hui, la difficulté de l'aménagement du territoire, si l'on veut retourner certains territoires, c'est le problème des moyens de recruter les meilleurs, donc de les payer, et les moyens d'avoir dans le budget des dotations par habitant qui ne soient pas inversement proportionnelles à l'inégalité de ces collectivités.
je vais vous interrompre, hélas, parce qu'on pourrait entendre votre retour d'expérience de manière beaucoup plus longue. Dans la relation entre, par exemple, la région Nouvelle-Aquitaine et les départements, en particulier consécutivement à la loi NOTRe, mais aussi à l'expérience des faits, on constate qu'à l'échelle de la Nouvelle-Aquitaine, Jean-Luc Glaise, président du conseil départemental de Gironde, en dehors peut-être, alors je vais forcer le trait, mais de 3 départements qui ont en particulier des droits de mutation qui se portent relativement bien, donc le 33, le 64 et le 17, donc la Gironde, les Pyrénées-Atlantiques et les Landes. Bon, les autres départements, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils souffrent terriblement, concentrés sur leurs compétences obligatoires, en gros la gestion du social et de la précarité. Et la région, justement, a mis en place ces fameux 53 territoires à l'échelle de la Nouvelle-Aquitaine. Vous, département de la Gironde, alors je ne dis pas que vous êtes riche par rapport aux autres, mais vous essayez, et je crois que c'est assez intéressant, de vous engager dans des expérimentations, entre autres avec cette réflexion sur le revenu de base. Qu'est-ce qui fait que... Est-ce que vous pensez que le département a de l'avenir aujourd'hui, clairement, et à quel prix et dans quelles conditions? Bonjour à toutes et à tous. Décidément, l'entrée est très provoque, Jean Petot, c'est bien. Juste quand même quelques propos avant de répondre à votre question sur effectivement est-ce que les départements ont encore vocation à exister et à innover, puisque c'est le sujet. D'abord revenir sur quelques fondamentaux et rejoindre finalement ce qui a aussi été dit précédemment, sur la manière dont on approche la libre administration des collectivités locales, qui est le sujet de ce matin. La libre administration, elle est essentiellement fondée sur la capacité à répondre aux besoins de nos concitoyens, ce que disait François Baroin, c'est-à-dire à créer les services et les équipements qui sont nécessaires à nos concitoyens au regard des compétences qui sont les nôtres, mais d'avoir en face des recettes dont la dynamique puisse être aussi à la main des collectivités pour faire en sorte que nous puissions y répondre le mieux possible. Plus nous sommes placés sous perfusion de l'État, plus nous sommes privés effectivement de cette capacité de libre administration. La question de la taxe d'habitation est aujourd'hui un vrai sujet pour les communes, tout comme nous avons été privés d'un certain nombre de recettes fiscales au fil du temps au niveau des départements, et qu'aujourd'hui la question se pose sur le foncier bâti, voire sur les DMTO, les droits de mutation. Et je vais revenir sur cette question des droits de mutation. Je trouve qu'il s'agit là d'un sujet majeur, d'autant que lorsqu'aujourd'hui on nous parle de taux directeur, j'ai bien entendu ce que disait Alain Rousset, pourquoi pas un taux directeur à 1,2% sur nos dépenses de fonctionnement? Alors moi je veux bien regarder le sujet, à condition que d'abord il soit un véritable contrat donnant-donnant entre la collectivité et l'État, ce qui n'est pas tout à fait le cas de l'approche aujourd'hui, puisqu'on est plutôt sur une assurance avec malus, mais sans bonus, en tout cas pour les départements. Deuxième point, taux directeur, oui, mais quid des départements comme les nôtres qui reçoivent 20 000 habitants de plus par an? Alors on nous dit qu'on va passer de 1,2 à 1,35%, mais nous sommes très loin du compte. Nous sommes très loin du compte parce que lorsqu'il faut créer 12 collèges d'ici 2024 dans ce département, voire peut-être 13 ou 14, puisque c'est ce que m'annoncent désormais mes services, il y a derrière aussi des moyens humains à déployer en termes de restauration, en termes de maintenance. Ce sont donc des dépenses de fonctionnement, donc à ce titre qui obèrent effectivement le taux directeur. Puis il y a plein de dépenses associées que je pourrais détailler qui viennent surajouter la dépense, imposer la dépense départementale. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi ce que l'État, et c'était un peu dit par Alain Rousset tout à l'heure, ce que l'État transfère de façon masquée à des collectivités. Je vais vous donner 2 exemples. Je les ai donnés la semaine dernière lors de la journée des maires. 2 exemples. Lorsque la MDPH, Maison départementale des personnes handicapées, considère que dans ce département de 1 500 000 habitants, il y a un certain nombre de personnes très handicapées qui doivent être orientées vers des foyers d'accueil médicalisés. Ces foyers d'accueil médicalisés sont de compétence État. Sauf que, faute de place créée par l'État dans ces foyers d'accueil médicalisés, nous devons les conserver à domicile, faire en sorte qu'elles puissent rester dignement à domicile. Pour cela, il faut les accompagner 24 heures sur 24. Écoutez-moi bien, pour 466 personnes, ça représente un coût de 44 millions d'euros par an. Et cette dépense, elle est appliquée. Cette dépense est départementale.
Et je dis bien 466 personnes, 44 millions d'euros. En gros, c'est 7 à 8 000 euros par personne, puisqu'il faut 4 personnes en réalité qui travaillent auprès de ces personnes handicapées 24 heures sur 24. Même sujet sur les enfants placés sous protection dans nos familles d'accueil ou dans nos maisons d'enfants à caractère social, qui relèvent de problèmes sanitaires ou psychiatriques. Faute de place en IME ou en ITEP structure État, nous devons les maintenir dans nos familles d'accueil, dans nos maisons d'enfants à caractère social. Première conséquence, ces enfants sont mal pris en charge. Avec les problèmes que ça peut poser effectivement dans le fonctionnement. Ces enfants sont mal pris en charge. Deuxième conséquence, nos personnels sont mis en difficulté. Troisième conséquence, ça nous coûte 15 millions d'euros. Bref, quand nous faisons le total, et je l'avais écrit au préfet en février dernier, l'État nous doit aujourd'hui 82,4 millions d'euros pour l'année 2017. Donc moi, je veux bien embrayer une discussion sur un pacte financier, à la condition que l'État d'abord assume les responsabilités qui sont les siennes et me reverse les sommes correspondantes. Tout cela pour dire que, malgré ces difficultés, vous avez commencé par des remarques biologiques et physiologiques. Certes, il y a la graisse. Au-dessus, il y a la peau. Bon, celle-là, elle était partie depuis longtemps. Dessous, il y a la chair. Il y a aussi l'os. Et puis, il y a la moelle épinière. Donc, au bout d'un moment, la question est de savoir, quand nous arrivons à l'os, il faut aller toucher la moelle. Certes, nous avons peut-être pleuré. Sauf que nous avons économisé, pour ce qui concerne le département de la Gironde, en 3 ans, 90 millions d'euros. Avec une volonté de contribuer à la résorption du déficit public. Ça n'est pas le problème. Nous sommes tout à fait partie prenante de cette question nationale, voire européenne, qui peut nous concerner. Néanmoins, au bout d'un moment, la capacité à réaliser les économies dans un département à croissance démographique devient particulièrement difficile, voire quasiment impossible. Et nous en arrivons à ce qui était dit tout à l'heure par François Barouin, c'est la dégradation des services publics, c'est la dégradation d'un certain nombre d'équipements, et c'est la non-capacité à être à la hauteur de ce que nos concitoyens attendent. Donc à ce titre, demain, il sera dit que les collectivités ne sont pas en capacité d'assumer les compétences qui sont les leurs. Évidemment, faute de moyens, nous sommes asphyxiés financièrement, et donc à ce titre, dans l'incapacité d'être à la hauteur de ce qui est attendu. Donc je trouve le discours un petit peu facile et relativement pervers, ce qui nous amène à dire oui à l'innovation, à l'expérimentation. Parce que ça n'est pas parce que nous sommes une collectivité, alors pour ce qui concerne le département, post-Révolution française, qui a effectivement un certain nombre d'années derrière elle de vécu, que nous sommes une collectivité passéiste. Nous avons la capacité à être pleinement inscrits dans l'innovation et l'expérimentation, y compris sur les volets solidarité sociale, souvent vus plutôt sous l'angle un peu négatif de l'accompagnement des personnes en précarité. Et vous l'avez évoqué tout à l'heure en disant c'est l'essentiel de vos compétences. Oui, mais il y a aussi les collèges, mais il y a aussi les routes, mais il y a aussi la lecture publique, mais il y a aussi aujourd'hui 670 millions en prévision de déploiement du très haut débit, Pierre Ducoutella, du très haut débit au travers du plan Oméga. Il y a 450 millions d'euros à consacrer à 12 collèges à créer, voire plus s'il y en a 13 ou 14. Donc il y a vraiment une capacité pour nous à nous saisir des questions d'innovation et d'expérimentation pour démontrer que nous pouvons continuer à avancer. J'ai cru entendre de la part du président de la République cette volonté de favoriser l'expérimentation dans les collectivités et même de la favoriser de façon différenciée. Eh bien, nous sommes partants pour nous en saisir, mais de grâce, laissons-nous en libre administration pour que nous puissions avancer et surtout que nous soyons à la hauteur de ce qu'attendent nos concitoyens, non pas pour le plaisir de se faire réélire le coup d'après, mais parce que c'est en train de s'accentuer. Et j'ai un discours régulièrement, et nous le partageons avec Alain Juppé, sur la question de l'interdépendance des territoires. Nous avons ici un département très contrasté, une métropole, la moitié de la population sur 10% du territoire, donc l'autre moitié de la population sur 90% du territoire, constituée par la périphérie de la métropole, le littoral et le secteur rural. Aujourd'hui, le vrai risque de ce département, ce sont les fractures territoriales et derrière les fractures sociales. Lorsqu'on élabore une carte des fragilités sociales du département de la Gironde, ce sont les périphéries rurales qui sont les plus concernées. Donc à ce titre, si nous accentuons ces fractures territoriales et sociales, nous accentuons le sentiment d'éloignement et d'abandon, et nous accentuons aussi les votes extrêmes. Donc nous avons, et là c'est une responsabilité aussi nationale que doit avoir le gouvernement à ce titre, une attention particulière à porter sur la correction des déséquilibres pour faire en sorte que demain, nous puissions maintenir un État républicain et démocratique. Merci Jean-Luc Glaise. Alors la transition est toute trouvée évidemment avec Nicolas Florian qui représente à la fois la ville de Bordeaux et la métropole, et Bordeaux Métropole. Ce que vient de dire Jean-Luc Glaise est effectivement à l'échelle de la Gironde un tableau qui est connu de tout le monde, 750 000 habitants sur la métropole, 1,5 million sur le département. Si on regarde à l'échelle de la région, on a, je parle sous le contrôle des uns et des autres, une métropole qui représente 15% de la population de la région, à peu près. Voilà. Et la crainte, en particulier, aussi bien
les autorités régionales, au sens collectivité territoriale et départementale au pluriel, c'est que cette métropole fonctionne un peu comme un vortex, absorbe un peu tout dans son champ magnétique. Et l'exemple tout à fait pédagogique évoqué par Alain Rousset sur le régime indemnitaire des fonctionnaires territoriaux est un élément pour le dire. Est-ce que cette question de la relation entre la métropole et son arrière-pays, si je puis dire, ou son hinterland est posée? Je sais qu'il y a des élus métropolitains qui sont en charge de ces questions. Et est-ce que, ça va peut-être être l'objet aussi du débat de cet après-midi, est-ce que la métropole n'est pas finalement dans une situation un peu à part par rapport aux autres collectivités territoriales en termes d'efforts à fournir? Avant de répondre à votre question, je voudrais revenir sur ce qu'a pu être dit. Je partage ce qu'a dit François et Jean-Luc, Alain, et j'en profite d'ailleurs pour remercier notamment François qui, avec l'AMF, est un soutien très précieux pour les collectivités. C'est vrai aussi pour France Urbaine, nous concernant, nous, les grandes collectivités. Et quand je dis que je veux revenir sur ce qu'ils ont dit, moi, ça fait maintenant quelques années que je suis élu local. Il y a une vraie continuité républicaine dans les relations entre l'État et les collectivités. Moi, ça fait 20 ans que un coup, c'est la suppression de la part salaire sur la taxe d'habitation. Un coup, c'est la suppression de telle taxe. Bon, il y a une vraie continuité. François Baroin dirait plutôt une vraie continuité étatique. Oui, étatique. Et pas forcément républicaine. Bon. Je me permets de... Et c'est vrai que ça devrait nous permettre de mettre le doigt, enfin, en tout cas, moi, c'est l'analyse que je fais, sur une relation viciée à l'origine entre les collectivités et l'État. Au-delà des considérations financières que je partage, même si dans une grande agglomération comme Bordeaux ou Bordeaux Métropole, on a moins de difficultés, on a des bases fiscales qui augmentent, des droits de mutation qui augmentent, des usagers sur la politique tarifaire, les produits de nos services. Bon, on est moins pénalisé, même si quand l'État nous a privés de la moitié de notre DGF, mais on l'a senti passer. Bon. Mais on a quand même moins de difficultés qu'une commune de moyenne importance. Et je peux faire le parallèle, parce que moi j'ai été élu aussi dans une commune plus modeste en taille. Bon, mais on est quand même moins pénalisé. Mais quoi qu'il en soit, quand je parle de péché vicié, c'est qu'on a toujours l'impression, et encore aujourd'hui, qu'on n'est pas crédible aux yeux de l'État central. Et qu'il y a toujours cette espèce de suspicion que les élus, accessoirement d'ailleurs leur administration locale, parce que là aussi il y a une espèce d'aristocratie de l'administration, c'est l'administration centrale, et puis il y a l'administration locale. Bon. Et les élus, c'est pareil, on a toujours l'impression qu'on nous regarde avec un peu de condescendance et qu'il y a cet esprit très paternaliste de dire, bon, quoi qu'il en soit, on va quand même regarder ce que vous faites avec notre argent. Et d'ailleurs, c'est révélateur, pas simplement sur la relation financière, c'est révélateur quand on parle de ligne d'administration, dans mon esprit, c'est aussi qu'est-ce qu'on fait face à un code des marchés publics qui, au mieux, est un facteur de ralentissement, au pire, est quelque chose qui provoque une inertie totale. Tout ça parce que on a dans l'inconscient collectif l'image d'élus qui font n'importe quoi, qui s'entendent avec telle ou telle entreprise. Bon. Et ça, on en souffre encore aujourd'hui. On en souffre encore aujourd'hui. Et c'est là où nos parlementaires, moi je m'adresse surtout aux parlementaires, c'est à eux aussi à rétablir ce climat de confiance, à peser dans les orientations de l'État et de son administration par rapport aux relations que l'on a avec les collectivités. Vous parliez du rôle de l'agglomération. Moi, je me félicite qu'on ait une agglomération un peu dynamique, une locomotive. Après, le tout, c'est de savoir est-ce que l'on aimante ou est-ce que l'on vampirise. Moi, je préfère considérer que l'on aimante. Et d'ailleurs, quand on met en place des collaborations territoriales, Mylène Villanov, qui doit être quelque part dans la salle, s'occupe de ça. Quand on contractualise avec des territoires sur la Gironde et même plus au-delà dans la Nouvelle-Aquitaine, c'est aussi qu'on sent bien
qu'à un moment ou à un autre, on ne peut pas s'isoler et que par ailleurs, tout ce que l'on, j'allais dire, aimante en termes d'attractivité, doit aussi, à un moment ou à un autre, y avoir une restitution, et que le dynamisme de l'agglomération, de la ville-centre, doit avoir un rayonnement sur ces territoires. Pour Par capillarité. Un terme souvent employé, vous pouvez ruisseler. Oui, ruisseler, ou une politique de capillarité ou d'accompagnement. Je ne sais pas si je devrais dire ce que je vais vous dire, mais enfin je vais le dire. On a des vrais moyens financiers. On a une capacité d'investissement, une administration qui est très compétente, omniprésente des fois. Donc le tout maintenant, c'est de trouver les meilleurs vecteurs, les meilleurs outils pour pouvoir pas simplement dire on va participer à telle ou telle opération extra-agglomération, style on vous fait l'aumône. Non, c'est pas ça. C'est aussi pouvoir associer dans les décisions les autres collectivités. Enfin, avec la région, on se parle, avec le département, on se parle, parce que Alain Juppé, il parle à Rousset, il parle à Glaise. Hein. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de sujet là-dessus. Quand on discute des transferts de compétences entre le département et la ville de Bordeaux et l'agglomération, ça se fait entre personnes qui ont, j'allais dire, une audience, une assise, un statut qui leur permettent de discuter, entre guillemets, d'égal à égal. Le sujet aujourd'hui, c'est de savoir comment ça se passe avec une petite commune noyée dans une intercommunalité, avec un département, une région et une grande agglomération qui donne l'impression de tout vampiriser. Voilà. Ça, c'est pour moi l'un des enjeux des années qui viennent. Mais pas simplement pour les territoires, pour notre territoire à nous aussi sur la collectivité. Parce que aujourd'hui, on a bon dos de nous parler de mobilité, d'accessibilité, oui certes, mais enfin on ne va pas non plus s'excuser d'attirer des activités sur notre territoire et qu'il y ait un mouvement pendulaire de gens qui viennent de l'extérieur. Pendant des années, on nous parlait de la densification et de lutter contre l'étalement urbain. Bon, ça, c'est peut-être aussi des sujets à remettre sur le tapis, sauf à dire qu'après, qu'on ne nous soupçonne pas non plus, par ces prismes-là, de vouloir dépeupler les territoires. Donc ça, c'est quand même assez compliqué à envisager, et puis il faudra du temps. Et là, j'en reviens à ce que disait Alain Rousset avec justesse. À un moment ou à un autre, il faut de la stabilité. Et qu'on n'ait pas toujours l'incertitude des moyens financiers qui nous sont alloués ou de la réglementation que l'on nous impose et autres transferts de charges. Et là-dessus, je pense que, et je ne veux pas déflorer les débats qu'on aura sûrement cet après-midi sur la contractualisation et les moyens financiers. Hein. Moi, j'étais partisan de la contractualisation avec l'État, de la ville et de l'agglomération. Parce qu'à minima, c'est rétablir un minimum, j'allais dire, de confiance et de pouvoir se parler. Après, il ne faut pas que ça soit qu'unilatéral. Et François Baroin, il a raison là-dessus. Hein. Il ne faut pas revenir à une période anté-décentralisation où le contrôle ne se fait pas a posteriori, mais a priori. Mais si ça doit participer au rétablissement d'une confiance entre le pouvoir central et le pouvoir territorial, moi, je signe des deux mains. Et par ailleurs, moi, je ne suis pas de nature schizophrène. Je veux dire, je ne reproche pas aux autres ce que moi je fais à certains. Voilà. Dans nos relations que l'on a entre les collectivités de notre territoire, on essaye d'avoir la même logique intellectuelle et de ne pas faire l'inverse de ce que l'on dit. Parce que combien de fois, et que personne en prenne ombrage, de toute façon ici les gens ne sont pas concernés, mais entre le discours que certains tiennent dans leur mairie et ce qu'ils faisaient quand ils siégeaient au Parlement, ce n'était pas la même, quoi. Hein. Moi, j'ai été abasourdi quand, je ne veux pas faire procès d'intention, le grand maire de Nantes, dont on saluait que c'était un grand maire à Nantes, Premier ministre, a été le premier à faire une coupe sombre, comme on ne l'a jamais vu dans les finances publiques. D'ailleurs, dans ma propre famille politique, ça a sûrement été le cas aussi dans certaines situations. Voilà. Donc, il faut rétablir la confiance à l'échelle territoriale, État et collectivité. Et je suis sûrement trop long et j'en finirai là-dessus. Par ailleurs, quand on parle de libre administration, il y a le poids des finances, c'est une chose. Il y a la capacité à pouvoir assumer ses missions. C'est ce que disait Jean-Luc Glaise. Moi, je rajouterai un dernier truc maintenant.
et une réflexion à mener pour l'avenir. Aujourd'hui, quelle est la définition que l'on donne au service public ? Et est-ce que l'on ne va pas vers aussi une distinction entre le service public, et là il faut qu'on puisse assumer nos prérogatives là-dessus, nos missions, et le service au public. Pourquoi je fais la distinction ? Parce qu'à un moment ou à un autre, si ce n'est pas le cas déjà aujourd'hui, il faudra, et pour le coup là c'est l'État qui nous pousse à le faire, distinguer l'usager du contribuable. Qu'est-ce qui relève de la contribution ? Qu'est-ce qui relève de l'usage des usagers et des politiques tarifaires ? Et on voit bien que ça renvoie aussi à la notion des territoires, puisqu'évidemment, selon qu'on est ou non résident sur tel ou tel territoire, on peut être usager d'équipements qui sont sur d'autres endroits où on paye différent de celui où on paye ses impôts. Madame Le Yandre, pardon de vous donner la parole en dernier, mais j'ai voulu, et on a souhaité que ce soit le meilleur qui s'exprime maintenant. Alors, vous inquiétez pas. Pas de souci. C'est sympa pour vous, oui. Vous êtes maire d'Audange. Oui. C'est d'ailleurs intéressant parce que dans la réflexion de Nicolas Florian sur des migrations pendulaires qui peuvent se faire, je crois que c'est aux environs, enfin mes chiffres datent peut-être un peu, mais j'en ai été à près de 10 000 personnes qui chaque jour faisaient la navette bassin d'Arcachon, métropole bordelaise pour venir travailler et repartir. C'est plus maintenant. Bon, c'est un certain nombre. J'en ai fait l'expérience ce matin avec deux bretelles d'Excel à rocade fermée. Voilà. Bon. Voilà. Vous êtes membre de la Commission nationale d'évaluation des normes. Moi, je me souviens, quand il y a eu les 70 ans de l'AMG, il y a eu une petite pièce de théâtre qui était très drôle, qui était jouée par des comédiens qui étaient excellents, oui, et qui ont parodié cette histoire de normes avec énormément de talent. J'ai commencé mon propos en évoquant un État qui est souvent un État tatillon, pas au bon endroit, qui reste un peu pour embêter en quelque sorte. Puis d'autres ont rajouté des choses très intéressantes sur cette relation un peu, on va dire, paternaliste de l'État qui ne se résout pas à l'indépendance des collectivités territoriales, en quelque sorte ses enfants. Est-ce que comment vous travaillez dans cette Commission nationale d'évaluation des normes ? Est-ce que vous avez réussi, par exemple, à dégoupiller un certain nombre de normes, à en faire sauter, ou à la manière française, plus on veut en supprimer, plus on en rajoute ? Alors, effectivement, je siège au Conseil national d'évaluation des normes depuis sa création et sa transformation. Je voudrais revenir juste 2 minutes, si certains collègues étaient dans la salle au moment des 70 ans, effectivement, de l'Association des maires de Gironde. Cette pièce de théâtre, on s'y est beaucoup retrouvés dans cette pièce de théâtre, avec certaines scénettes où nous revivions un certain nombre de moments que nous avons connus, que nous connaissons dans notre mandat, et notamment sur les normes de sécurité, puisque quand on parlait des normes, c'était sur les normes les visites des commissions de sécurité qui, je crois, nous parlent à chacun et chacune d'entre nous. Moi, d'abord, je voudrais revenir sur les propos de mes collègues ici et m'associer complètement. Cette libre administration des collectivités, bien sûr, c'est l'essence même de ce que nous sommes les uns et les autres. C'est compliqué sur le terrain, c'est de plus en plus compliqué. Alors, mes collègues ont repris, voilà, je ne sais pas si on en est à l'os, mais en tout cas, c'est compliqué. C'est compliqué sur le terrain parce qu'aujourd'hui, c'est quelque part un piège dans lequel nous sommes. L'autonomie financière et fiscale, elle est réduite aussi à sa portion congrue. Alors, c'est plus ou moins vrai en fonction des territoires dans lesquels nous sommes. Mais c'est compliqué sur le plan financier, c'est compliqué sur le plan fiscal. Donc manque de vision. Tout à l'heure, on parlait de temps. Il faut du temps pour l'initiative locale, du temps pour l'action publique, même si on aime aller vite. Donc on manque de vision. Nous manquons, au milieu d'un mandat municipal, on nous annonce que la taxe d'habitation, on est à la fin de la taxe d'habitation. C'est un choc sur le terrain. Un véritable choc, même si effectivement elle est compensée. Quid de l'avenir ? Donc aujourd'hui, c'est compliqué à ce niveau-là. Les intercommunalités, ça complique aussi ? Ça complique, bien sûr. Moi, je suis membre d'une intercommunalité. Ma collectivité est membre d'une intercommunalité. Je crois beaucoup à l'action de la commune, territoire de base. Je crois beaucoup à l'action de l'intercommunalité en tant qu'intercommunalité de projet.
mais cette manque de vision, elle est pour nos communes de base et pour nos intercommunalités, dans des périmètres qui sont mouvants, qui ont beaucoup bougé ces dernières années. Donc aujourd'hui, nous avons besoin effectivement de digérer cela et de stabilité. Je disais, c'est quelque part difficile parce que nous avons besoin et nous avons envie d'assumer nos compétences, et nos concitoyens, ils ont besoin d'actions de proximité. Sauf que pour réaliser cette action de proximité, nous avons besoin de ce temps, de cette stabilité et de financement. Et ne pas pouvoir assumer demain ces actions de proximité, comment réagiront demain nos concitoyens ? Nicolas, Florian parlait de service, le service public, service au public, service au public qui est assuré par qui ? Par les collectivités ou par d'autres entités que les collectivités aujourd'hui. Donc tout cela pose question. Et derrière cela, derrière cette libre administration des collectivités, il y a le cadre dans lequel nous agissons, qui effectivement est de plus en plus, on le sait, complexe. Alors c'est pas que la complexité nous fait peur, hein. Nous, élus de terrain, nous y sommes confrontés tous les jours, mais quand même, les textes sont compliqués à comprendre, ils sont de plus en plus nombreux, et dans tous les domaines. Alors dans les domaines du quotidien, dans les domaines de l'état civil, dans les domaines du sport, dans les domaines de l'urbanisme, dans les domaines de la transition écologique, dans tous les domaines. Tout à l'heure, on parlait des commissions de sécurité. Voilà. Dans tous les domaines, nous avons des textes nouveaux. Aujourd'hui, nous avons les règlements sur les données, la déontologie, enfin voilà. Tous ces textes-là qui nécessitent effectivement de la veille, qui nécessite que nos associations locales ou nationales réalisent cette veille pour nous et nous apportent aussi cette connaissance. Et en matière de ce cadre qui aujourd'hui se complexifie, avec la création donc, du Conseil national des normes, qui existe aujourd'hui, alors sous des formes différentes, mais depuis maintenant 10 ans et sous sa forme actuelle depuis 2014. C'est un regroupement d'élus. Nous sommes 36. Il y a donc des élus locaux, des élus nationaux, et nous avons également les services de l'État qui siègent dans ce conseil. On se réunit soit au ministère de l'Intérieur, de plus en plus au Sénat, enfin dans un certain nombre en tout cas dans les ministères, et le conseil est géré par la Direction générale des collectivités locales qui assure l'ingénierie et le secrétariat, présidé par Alain Lambert, qui est un ancien ministre du budget, qui connaît bien, et extrêmement bien, les rouages de l'État, et il le faut en matière de normes. Vous me posez la question, est-ce qu'on a pu faire infléchir un certain nombre de textes ? En tout cas, moi j'y siège depuis 2014, j'ai vu l'évolution. Nous siégeons 1 à 2 fois par mois. Beaucoup de textes nous sont présentés, les textes de loi, dernièrement les ordonnances, les projets de décret, les projets d'arrêté qui concernent les collectivités territoriales. En tout cas, nous émettons des avis qui peuvent être favorables, qui peuvent être défavorables. Les textes nous sont représentés si les avis sont défavorables. Les administrations centrales viennent présenter les textes. Au début, ils abordaient ces présentations de façon un petit peu, légère, peut-être pas le terme, mais... condescendante. Plus les mois passent, plus les préparations pour la présentation au Conseil des normes sont de plus en plus précises, et on le sait, c'est une étape importante. En tout cas, nous essayons, avec les élus, d'assortir les avis, et c'est sans doute ce qui est, à mon sens, le président dirait, peut-être le plus important, de recommandations. Nous essayons d'apporter un éclairage, parfois un simple bon sens, un éclairage de ce qui se passe aussi sur le terrain pour faire progresser la norme qui est dictée. Donc ça, c'est important. Ce qui est important aussi, c'est que nous souhaitons développer les fiches d'impact. L'impact, tout à l'heure, le président de la région parlait de l'évaluation des politiques publiques. Il est nécessaire de s'améliorer sur l'évaluation des politiques publiques. Ces fiches d'impact doivent être de plus en plus élaborées, précisées, détaillées.
car les normes qui sont édictées, ce sont des milliards d'euros d'argent nécessaire en plus. Il y a parfois quelques économies qui sont réalisées. Donc ensuite, il y a le coût net de la norme. Et ces dernières années, bien entendu, que le coût net, il existe, il est réel, il se chiffre en milliards d'euros dans toutes les politiques publiques. Donc c'est cela aussi que nous essayons de faire progresser. Cette évaluation des politiques publiques est absolument nécessaire. La présence des parlementaires est extrêmement importante puisqu'ils ont à connaître des textes, voire même parfois ils en sont à l'origine. Et ils ne sont plus élus locaux. Et ils sont plus élus locaux. Voilà. C'est, certains diraient peut-être un avantage, d'autres diraient un inconvénient, je ne sais pas. En tout cas, c'est une réalité aujourd'hui. Donc il faut effectivement que l'on puisse échanger, se parler. C'est important, le dialogue, l'échange et la confiance à la base. Voilà. Il n'y a pas les sachants et ceux qui appliquent les textes. Il y a un échange et un partenariat. Et c'est ce que nous demandons aussi au Conseil national d'évaluation des normes, c'est qu'il y ait de la concertation en amont des textes, notamment avec les associations d'élus, l'Assemblée des départements de France quand les textes concernent notamment tout le champ de la solidarité, l'Association des régions, bien entendu l'AMF, que les textes soient préparés en amont, discutés non seulement avec les parlementaires, mais nos représentants d'élus locaux, pour que, in fine, ils soient le plus... qu'on puisse les appliquer sur le terrain et que les politiques aient été évaluées. Alors je corrige immédiatement ce que je viens de dire. Les parlementaires ne sont plus élus locaux, ou ils ne le sont plus, mais en tous les cas, pour être plus précis, c'est qu'ils ne sont plus dans un exécutif local, parce qu'ils peuvent être élus d'opposition, par exemple, dans leur mairie. Alors, il nous reste à peu près 20 minutes, si le maître du temps... est par là, ou la maîtresse du temps. Il est où, monsieur le sénateur? Il est... parce que l'inauguration est prévue, Gérard. 11 heures. Bon. La parole est à la salle. Il y a des hôtesses. Pour le passage de micro, oui, tout à fait. Voilà. Donc n'hésitez pas. Les interventions, évidemment, sont libres. Vous réagissez. Monsieur Pouliat, député de la Gironde, qui lève la main pour prendre la parole. Ah ben, j'ai pas le micro, moi. Voilà. Oui, c'est le monsieur qui est là. Oui, je crois que c'est intéressant que vous preniez la parole, d'abord parce que vous représentez la majorité parlementaire. Et puis, on a quand même le sentiment que le président de la République, dans cette révolution technocratique, et j'emploie le terme révolution, puisque c'était le titre de son ouvrage pendant la campagne présidentielle, dans cette révolution technocratique, on a l'impression que les élus locaux, au mieux, ils ne savent pas ce que c'est, au pire, ils ne les aiment pas. Et donc, à partir de là, vous allez peut-être inverser ma réflexion, ma proposition. Très bien, vous commencez. Madame, c'est une question destinée à provoquer la réponse. Ce n'est pas forcément mon opinion personnelle, je vous rassure. Non. Tout à fait. Alors, beaucoup de choses ont été dites. Alors, bonjour, Monsieur le Président, Madame la maire, mes collègues parlementaires et surtout, Mesdames, Messieurs les élus. Oui, alors, avec ce petit brin de provocation qui vous va si bien, vous soulignez le fait que le président ou l'exécutif serait détaché des soucis des territoires. Alors, et que ça a été souligné plusieurs fois, les parlementaires ne sont plus des élus locaux, en tout cas des membres d'exécutif. Alors d'abord, ils ne le sont plus, mais beaucoup l'ont été déjà, et ils siègent encore aujourd'hui. Donc peut-être que cette pleine révolution sera valable qu'au prochain mandat. Vous avez encore beaucoup de parlementaires aujourd'hui qui sont d'anciens maires et qui comprennent parfaitement aujourd'hui les enjeux des collectivités, ou des gens comme moi qui ont travaillé au sein des collectivités locales ardemment et qui ont connu au plus près les enjeux et les difficultés des maires. Pour cela, nous avons mis en place quelque chose, et c'est juste pour ça que je voulais intervenir, parce que je ne vais pas
refaire tous les contre-arguments des différents points de vue qu'il y avait à la tribune, mais juste vous signaler que voilà, l'Assemblée nationale, pour bien montrer tout son respect et toute sa prise de conscience du besoin de travailler étroitement avec les territoires, a mis en place une délégation aux collectivités territoriales et à la décentralisation. Et je suis très attaché à la décentralisation, parce que bien évidemment, comme ça a été dit par Alain Rousset, il est important de continuer à surtout pas recentraliser le pouvoir, mais bien de continuer à aller sur le chemin de la décentralisation. Et je le rejoins complètement quand il parle de services déconcentrés de l'État qui sont parfois encore trop présents et en doublon avec les services de la région notamment. Cette délégation aux collectivités locales, aux collectivités territoriales, pardon, elle a commencé à travailler. On a déjà pu auditionner François Baroin, qui nous a fait l'honneur de venir jusqu'à l'Assemblée. Voilà. Et nous avons... D'abord, de qui elle est composée? Donc, je l'ai dit, d'anciens élus locaux, de gens qui surtout connaissent, qui ont pu exercer leurs compétences et qui aiment les collectivités locales et qui sont tout à fait conscients qu'il faut maintenir un dialogue étroit avec les élus locaux. Quelles sont ces missions? Alors, ces missions, elles sont simples. Elles sont à la fois de pouvoir mettre en place des politiques publiques qui correspondent et qui sont co-construites avec les territoires, qui correspondent aux besoins des territoires, et en même temps de valoriser l'innovation territoriale aussi, puisque bien évidemment, nous sommes tout à fait conscients que c'est d'abord des territoires que vient l'innovation et que vient de ceux qui font vivre au quotidien donc, ces territoires. Donc, nous avons cette double volonté. Et à ce titre, d'ailleurs, nous avons déjà commencé à travailler sur 2 missions que vous pouvez retrouver sur le site de l'Assemblée nationale, qui sont l'autonomie fiscale, parce que c'est le sujet qui va animer beaucoup de débats encore dans les mois à venir, et l'expérimentation et la différenciation territoriale, sujet comme l'a aussi rappelé Jean-Luc Glaise, le président du département, un sujet qui est important, et l'expérimentation aussi et l'évaluation, comme là je rejoins Alain Rousset aussi. Vous voyez, on fait du en même temps. Hein. Je rejoins aussi Alain Rousset sur le besoin d'évaluation des politiques publiques. Hein. Nous avons notamment un comité d'évaluation et de contrôle des politiques publiques à l'Assemblée, dont je suis membre, qui s'occupe de ça aussi. Et donc voilà, 2 missions au départ sur ces sujets-là, et d'autres vont arriver. Il y aura aussi des visites dans les territoires, donc n'hésitez pas. En un mot, pour résumer, parce que je ne vais pas rentrer dans les débats sur la taxe d'habitation, sur l'autonomie budgétaire ou autre. On en parlera cet après-midi, mais nous avons tout à fait de quoi répondre à ce sujet, mais je ne vais pas déflorer la conférence cet après-midi. Mais juste pour vous dire qu'en quelques mots, voilà, il y a aujourd'hui à l'Assemblée nationale des gens qui veulent travailler avec vous. Vous avez des alliés au Palais Bourbon. N'hésitez pas à nous solliciter, n'hésitez pas à travailler ensemble, voilà, au-delà des postures, au-delà des enjeux divers. L'important, c'est pour nous de faire avancer nos territoires, puisque si nous faisons avancer nos territoires, nous faisons avancer la France. Merci. Merci, M. Pouillat. D'autres, à moins qu'il y ait peut-être... Je ne sais pas s'il y a des réactions à la tribune. Madame la sénatrice de la Gironde. Oui, je vais un petit peu défendre les sénateurs qui restent encore élus locaux. C'est mon cas, puisque je suis encore conseillère municipale et conseillère communautaire du Sud-Gironde. Donc, je suis élue à Saint-Macaire. Je pense que quand on passe par exemple, adjointe aux finances dans une petite commune au Sénat, c'est le grand saut, bien sûr, mais on a quand même encore un pied chez soi et on sait quelles sont les difficultés locales que l'on rencontre dans des communes rurales, avec les difficultés de venir à Bordeaux, par exemple, quand on a besoin de venir dans une réunion comme celle-là. Les choses sont un petit peu compliquées, mais il se passe beaucoup de choses sur le territoire. Je vais prendre un exemple. Les rythmes scolaires qui ont compliqué la vie des communes, bien qu'elles s'y soient prêtées il y a quelques années. Ça a été l'objet de réunions avec les parents, les élus, le personnel communal au rythme d'une par semaine pendant des mois.
on aboutit à un schéma qui correspond à ce que souhaitaient les élus fonctionnant parfois en groupement pédagogique avec les centres de loisirs. Et patatras, on dit terminé les rythmes scolaires. Maintenant, on vous propose soit d'y rester, soit de repasser à l'ancien schéma. Donc là, il y a une proposition, hein, c'est pas. Oui, c'est une proposition, mais finalement, avec des contraintes telles et des variations telles d'une commune à l'autre, que finalement, ça se passe à l'échelon d'une communauté de communes et on repart à zéro. Donc, quand on dit que je lis le titre, la libre administration des collectivités locales, c'est pas tout à fait ça. C'est-à-dire qu'on a des contraintes, on a des dictates et en un rien de temps, il faut revenir à des choses qu'on a déjà connues, déjà organisées. Mais il ne faut pas oublier que les élus sont pour la plupart des bénévoles, parce que maire avec des indemnités de maire, je pense qu'il y a quand même énormément de bénévolat, les petites communes en particulier. Et du coup, c'est un exemple, hein, ces rythmes scolaires, mais c'est du temps perdu. C'est vraiment du temps perdu, du temps gratuit. Mais ça ne fait pas progresser les choses du tout, d'autant que moi je suis pédiatre et je n'étais pas au départ pour ce changement. Voilà. Merci Madame la sénatrice. Alors, Pierre Ducout pour 2 minutes 30. Même pas. Juste 2 observations. En voyant le titre de ce matin, la libre administration des collectivités locales, ce que je voulais dire principalement, c'est que ce n'était pas un poids, les collectivités locales, pour la France, c'était un atout. Et naturellement, dans des périodes difficiles, l'État cherche des boucs émissaires. Des boucs émissaires, c'est l'Europe d'un côté et les collectivités par ailleurs. Et là, c'est un des points où, depuis 15 ans, tous les gouvernements ont laissé dire, voire encouragé le fait de taper sur les collectivités. Il y a trop d'élus, ils dépensent sans faire attention, et c'est un poids pour la France. Je crois que c'est important de dire que la vitalité de notre pays, c'est de pouvoir avoir des initiatives à cette dimension. Le meilleur service public, ça a été indiqué. Et donc, dans ce cadre-là, naturellement, il y a d'abord un travail entre tous pour montrer que c'est une bonne chose. Et comme l'a dit Alain Rousset, s'il y a quelques problèmes, c'est au niveau de doublons, plutôt entre les services de l'État et les collectivités qu'à un autre niveau. Et donc, de ce point de vue, il est indispensable qu'au niveau de notre pays, en particulier le président de la République, je comprends très bien que quand il était venu devant notre AMF avant les élections, il ait pu dire « Attention, il faut absolument que vous soyez très précis et faire attention sur les finances ». Mais aujourd'hui, il faut d'abord dire, au niveau du Congrès, il avait fait un petit peu, que c'est une richesse pour notre pays. La proximité, l'initiative, les conditions d'accompagner, comme ça a été dit également par rapport au TPE, c'est primordial. Donc il faut faire confiance dans un pays où il n'y a pas eu l'habitude de faire confiance parce que le pays a été construit avec une obligation de centralisation et sur des points, on en a parlé, des normes, quand on voit le poids pour faire n'importe quel marché, c'est une catastrophe. Donc dans tous ces points-là, il me semble qu'aujourd'hui, d'ailleurs on l'a bien montré ce matin, le principal c'est de dire ce n'est pas pour la France un poids d'avoir même 36 000 communes, on sait se travailler ensemble. C'est un atout et il faut le mettre en valeur. Merci. Merci, cher Pierre, merci. Autre remarque, question à la tribune ou commentaire? Ou alors, tout ce qui a été dit a été suffisamment éloquent, c'est sans doute ce qu'il faut en conclure momentanément. Non, juste une remarque, c'est Monsieur le député qui parlait d'auditionner, d'évaluer les acteurs locaux. J'aimerais aussi qu'un jour il y ait un parallélisme des formes et que les élus locaux auditionnent leurs parlementaires, hein, quels qu'ils soient. Voilà, et que dans le... Alors, ça se fait de plus en plus, c'est du côté de citoyens, comme on dit, hein, qui évaluent le travail parlementaire. Pour tout dire, les standards et les critères d'évaluation des parlementaires, du travail des parlementaires, sont aussi parfois foireux que les critères d'évaluation pour mesurer le travail des collectivités locales. C'est que l'évaluation, on peut
on peut en avoir envie et il y a loin parfois de la coupe à la science, hein, voilà, ou des lèvres à la science. François Baroin. Oui, enfin, le travail d'évaluation des collectivités locales, je rappelle quelques principes simples. Il y a une séparation entre l'ordonnateur et le comptable. Il y a une règle d'or, on n'a pas le droit d'emprunter de l'argent pour financer du fonctionnement. Et il y a une chambre régionale des comptes qui peut, sur la base de l'article 40, transmettre au procureur de la République. Donc c'est assez sérieux. Les souvenirs désormais lointains de l'ancien parlementaire, je suis parlementaire honoraire, le temps passe hélas, fait que, il me semble, le contrôle sur les parlementaires est quand même de moins forte intensité que celui que nous subissons, pour une raison d'ailleurs assez simple. Les parlementaires ne manient pas d'argent public, nous oui. Les parlementaires votent la loi de finances, mais nous levons l'impôt. Donc il y a quand même, me semble-t-il, une exigence de surveillance et de contrôle pour les collectivités locales que nous sommes, qui est d'une nature différente. Là, ce qu'on surveille chez vous, c'est la présence, à quelle heure vous arrivez, à quelle heure vous mangez, dans quel endroit vous allez. Voilà, c'est ça aujourd'hui, et je vous souhaite vraiment de tout cœur bonne chance. En revanche, votre présence et la vôtre, bien sûr, en tant que membre de la majorité, elle est essentielle. La création de la délégation des collectivités locales aussi. Pour tout vous dire, c'était une idée que j'ai portée comme président de l'AMF, mandatée par le comité directeur, parce qu'on avait une délégation collectivité territoriale au Sénat, il n'y en avait pas à l'Assemblée. La singularité de ce nouveau pouvoir, compte tenu du fait que la sociologie même de nouveaux parlementaires, on a besoin de se comprendre et on a besoin, je veux dire, si on n'a pas été élu local, on ne mesure pas bien non seulement l'exigence de ce que ça représente, la difficulté de la tâche et aussi la sincérité avec laquelle on s'engage là-dessus. Donc il y avait un besoin d'instance. Moi, je me suis félicité que l'Assemblée nationale les mette en place et l'AMF, comme les autres associations d'élus, je n'en doute pas, sont vraiment en tout temps, tout lieu, toutes circonstances à la disposition de la représentation nationale pour évoquer tous les sujets à l'ordre du jour et il ne va pas en manquer. C'est pour ça que je voulais juste intervenir sur le point. On va avoir deux sujets majeurs qui sont en fait la grande affaire du quinquennat. La révision constitutionnelle. Je mets même de côté, vous voyez, l'affaire des 3 mandats. L'interdiction des 3 mandats successifs, moi ça me heurte, c'est une atteinte à la liberté de l'électeur. Mais je le mets même de côté et je vais retenir un débat sur lequel il va falloir qu'on travaille ensemble. C'est l'ouverture par la volonté présidentielle, à juste titre d'ailleurs, du débat constitutionnel sur l'article 72 et donc sur la libre administration des collectivités territoriales. Le deuxième sujet va porter sur la réforme fiscale. C'est difficile d'imaginer sortir de la salle sans quand même aborder cette question de la taxe d'habitation. Donc très brièvement, le 72, en fait, c'est la clé de compréhension des problèmes qui nous opposent à l'État depuis de nombreuses années. Et en fait, structurellement, ma conviction après 25 ans de responsabilité élective, c'est que l'État n'a jamais accepté les lois de décentralisation. Quand je dis l'État, c'est Bercy. C'est le ministère des Finances. Et l'État, parce que c'est la culture française, parce qu'on s'est organisé dans un colbertisme et une vision centralisatrice, a formé des gens de très haute valeur, de grande qualité, mais dans un moule. Il n'y a pas, par exemple, ni à Sciences Po, ni à l'ENA, autant de gens formés pour diriger les collectivités territoriales qu'il y en a pour diriger l'État. Ça veut bien dire que l'état d'esprit a été une politique de reconquête, y compris dans la formation de nos élites, de la part de l'État, d'un pouvoir que le législateur lui avait retiré en donnant des libertés locales. Donc on a un problème structurel. Et c'est si vrai que quand il a fallu être encore plus pertinent dans le suivi de l'argent public, on a mis en place, la représentation nationale, une loi organique de la loi de finances. Et c'est la LOLF, cette fameuse loi organique des lois de finances, je le dis parce que vous allez avoir à connaître de ce sujet dans la révision de la loi fondamentale, qui a fixé le cadre des 62% de taux d'autonomie fiscale ou financière. Et on est là dans le cadre de la libre administration des collectivités territoriales. Et on a un exemple qui sera ma transition sur la taxe d'habitation. 62%, déjà, ça veut dire qu'on n'a pas véritablement les moyens. Et une partie de ces 62% repose pour une très large part sur les dotations. La première année, l'État supprime un impôt. Ça a été le cas avec la taxe professionnelle, gouvernement que je soutenais. C'est le cas avec la taxe d'habitation, gouvernement qui est soutenu par une autre majorité. Et après tout, donc, tous les gouvernements l'ont fait. Que fait l'État dans un premier temps? Il le fait en dégrèvement. Donc il remplace un contribuable, le contribuable local, par un contribuable national. Mais l'année qui suit, ça rentre dans le champ des dotations. Et c'est là où Bercy, parce que c'est la loi de finances, décide de l'affectation des dotations. Et donc si votre destin de libre administration repose sur une décision annuelle d'affectation ou pas de l'argent que constitutionnellement on vous doit, mais que par la loi organique on a corrigé, et bien de toute façon vous n'êtes pas dans une république décentralisée.
C'est ça la question aujourd'hui qui est posée. Et au fond, ce gouvernement et ce pouvoir n'est pas l'unique responsable. Ils ne sont là que depuis 1 an et ne chargeons pas la mule. Il y a le bénéfice du doute et il y a l'interrogation. C'est à la fin de la mandature que nous verrons si on a pu rapprocher nos points de vue. Il n'est que le continuateur mais l'amplificateur. Avec d'un côté les dotations, c'est pour ça qu'on a des débats sévères, avec d'un côté les dotations à 13 milliards, confère les conséquences sur les services publics et l'investissement, et de l'autre côté la suppression de la taxe d'habitation qui nous retire 26 milliards d'une recette sur laquelle on avait une maîtrise et qui crée une vague d'interrogations et d'incertitudes pour toutes les collectivités territoriales. Les régions, c'est des États. C'est immense. Le boulot de Rousset aujourd'hui n'a rien à voir avec le boulot de Rousset d'avant. Je veux dire, il passe sa vie dans faire des kilomètres, il a acheté une décapotable, il bronze toute la journée, mais il marche jamais. Voilà, c'est ça la vie de Rousset. Je lui ai même suggéré d'avoir un avion en hélicoptère, mais il trouve que ça ne passe pas mais des électeurs. Mais Alain Rousset, qui est un président qui a une expérience et qui a une vision, ils n'ont pas tous de l'expérience, ils n'ont pas tous une vision. Vous avez un président qui a de l'expérience et qui a une vision. Il a remis en place un équivalent Tatar dans la région, parce que la première mission qu'on a confiée, que le législateur a confiée aux régions, c'est de faire des schémas. Donc il y a un schéma de développement économique, enseignement supérieur, territorial, 53 etc. territoires identifiés. 53 territoires, très bien. Enfin, mais en face, quel est l'argent ? Pourquoi il y a déjà le début d'un débat sur une aventure éventuellement fédéraliste dans l'avenir du pays ? Tout simplement parce qu'on a déjà confié la TVA, une partie de la TVA aux régions. Qu'est-ce qui va se faire avec la suppression de la taxe d'habitation ? Qu'est-ce que nous revendiquons, nous les maires et les intercos ? On ne va pas revendiquer la création d'un nouvel impôt. On n'est pas fou. Hein. On ne veut pas l'argent en moins et l'impopularité en plus. Donc ça, on laisse le gouvernement faire ses arbitrages. En revanche, je dis, nous, on veut garder le lien entre l'habitant et l'usager du service public. C'est normal. Vous habitez quelque part, vous bénéficiez d'un service public, vous devez, directement ou indirectement, apporter une forme de contribution. Donc, on va avoir un débat avec le département, quid du foncier bâti, qui garde le lien, et on va avoir un débat sur, donnez-nous un impôt national. Donc on rentre dans un processus où, au fond, au nom de la recentralisation, parce qu'on pense que c'est peut-être plus efficace, et après tout on a le droit de le penser, eh bien on va s'éloigner d'une liberté locale, d'une efficacité, et on va nourrir un projet qui va opposer l'État, je dis dans quelques années, l'État aux collectivités territoriales. Le mouvement, il est vers plus de liberté. Et il est partout en Europe. Pourquoi la France échapperait à ce besoin de liberté ? Et pourquoi la France serait le seul pays à recentraliser ? Ça n'existe plus nulle part. Donc on est bien dans la question qui est posée, au cœur de l'avenir de la préparation de nos relations avec l'État. Alors à quoi on reconnaît un homme de radio qui a une très belle voix de radio, François Baroin, c'est qu'il rend l'antenne exactement pile à l'heure. Donc il est 11h. Et mesdames, messieurs, merci pour votre attention. Merci à la tribune.